Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour cette soirée placée sous le signe du cyclisme extrême et d'aventure au bout du monde, avec pour la première fois à la télévision le Biking Man, championnat du monde d'ultracyclisme 100% en autonomie. On va tout vous expliquer avec nos invités du jour. D'ailleurs, c'est une compétition que l'on doit à l'un de nos invités, Axel Carillon, vous-même aventurier et cycliste, puisque vous avez signé le record du monde de la traversée de l'Amérique du Sud à vélo en 42 jours. Merci d'être avec nous, Axel. Bonsoir. Et puis, il nous fallait également en plateau un expert de cyclisme un peu plus classique, on va dire, avec Christophe Riblon, que l'on connaît bien. Bonsoir, Bonsoir, Christophe. France. Alors, le Biking Man, qu'est-ce que le Biking Man? Eh bien, c'est une vraie compétition qui a lieu chaque année sur plusieurs étapes, plusieurs destinations incroyables à travers le monde. On voit sur ces images, ça donne vraiment envie. Le Brésil, la Corse, le Pérou, le Portugal, le Laos. D'ailleurs, la prochaine édition 2020 va débuter dans 2 jours en Oman. Ce soir, ensemble, on va revivre la dernière étape qui, elle, s'est déroulée à Taïwan. Axel, rappelez-nous un petit peu déjà tout d'abord le principe. C'est quoi le Biking Man? Dans vos mots à vous de cycliste. Alors, c'est une course d'ultracyclisme sans assistance, c'est-à-dire que les athlètes, du départ jusqu'à l'arrivée, doivent progresser en complète autonomie, gérer eau, alimentation, repos sur leur vélo, transporter tout le matériel nécessaire pour survivre à la course et parcourir des ultra-distances, puisque le parcours le plus petit, c'est 850 km du championnat, en moins de 120 heures. Bien. Alors Taïwan, l'édition qu'on va voir là dans un instant, pareil, quelques chiffres pour nous donner envie. Là, ça ressemble à quoi le Tour de Taïwan? Alors, combien de kilomètres, combien de temps? C'est une des étapes les plus dures du championnat, puisqu'elle a clôturé la saison 2019. C'est 1150 km, 20 000 de dénivelé positif, donc la moitié du Tour de France, qu'il faut effectuer en moins de 120 heures, avec des conditions tropicales de jungle et un des cols les plus longs du monde. Très bien, ça donne envie. Christophe, je vous vois faire des gros yeux là. C'est quelque chose que vous pouvez imaginer. C'est pas du tout. Vous avez l'impression de faire un sport différent finalement là. Ah, ça n'a strictement rien à voir. Oui, non, nous, on est limite des feignants à côté. Nous, c'est beaucoup plus court. On est plus sur un format de 6-7 heures par jour maximum. Donc, non, puis nous, on a besoin d'une ligne de départ, une ligne d'arrivée assez proche, de l'adversité. On a besoin d'un classement à l'arrivée. Voilà, il faut qu'il y ait un peu plus de suspense. En tout cas, chapeau à eux, c'est un sacré défi. Hein. Tous les deux, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin pour débriefer, pour revenir sur les meilleurs moments de ce documentaire. Pour leur place au Biking Man de Taïwan, 75 minutes de performance sportive, d'aventure, d'émotion, de tranches de vie, de personnages vraiment, vraiment attachants et du sport de très, très, très haut niveau. C'est en exclusivité sur la chaîne L'équipe et on se retrouve juste après pour le débrief. Regardez. Entre modernité et tradition, dans des paysages à couper le souffle, l'île de Taïwan accueille une compétition cycliste hors norme. Pour faire le tour de l'île, 22 coureurs venus de 11 pays différents vont affronter une jungle hostile, des pentes vertigineuses et des routes interminables de jour comme de nuit, au travers d'une nature authentique et préservée. Au total, 1150 km. Ils ont 5 jours maximum pour y parvenir. Tout peut arriver. J'ai jamais fait un truc pareil. On sous-estime beaucoup d'éléments. Si on savait à quel point c'est dur, je pense pas qu'on le ferait. C'était juste... Il n'y a même pas de mots pour décrire à quel point c'est dur. C'est comme les montagnes russes. On passe par toutes les émotions. Bienvenue à Taïwan, c'est le Biking Man. Taipei, capitale de Taïwan. Une ville ultramoderne de 3 millions d'habitants, située dans le nord de l'île. Il est 3 heures du matin. Les organisateurs de la course mettent la main aux derniers préparatifs. Le départ est dans 1 heure. Ouais, c'est bien, ça va finir une journée. Ça nous met qu'il n'y aura plus rien. Les 22 coureurs sont là. On vérifie une dernière fois l'électronique des appareils connectés dans une ambiance plutôt détendue. Tout est prêt. Non, on sent bien, on est prêt à y aller. On est là pour le plaisir, donc Pas de pression. Je suis pas tout à fait sûr d'être bien réveillé. Ça ira mieux quand on sera parti. J'ai hâte de quitter Taipei et de découvrir le pays. Ça va être génial. Je suis impatient. Vive l'aventure! Ils viennent de 11 pays différents. Ils ont entre 27 et 54 ans.
Tous n'ont qu'un but en tête, rallier la ligne d'arrivée. Combien y parviendront et après quels efforts? Néophytes ou habitués d'ultracyclisme, aucun d'entre eux ne pouvait se douter qu'il allait vivre une expérience hors du commun. Revenons 2 mois en arrière. Nous sommes à Cannes, sur la Côte d'Azur. C'est ici que vit et travaille Axel Carion, l'inventeur et l'organisateur des courses Biking Man. Alors là, je suis en train de précisément vérifier la route du Biking Man de Taïwan. Ça consiste à faire un métier qui me passionne, c'est de travailler sur les cartes. C'est-à-dire que bon, je connais le parcours parce que je l'ai déjà fait à vélo, mais pour pouvoir faire les modifications, là on est à Cannes, il faut que je puisse travailler sur les cartes et que j'arrive à trouver, identifier, d'abord sur la base des cartes, des alternatives de route pour améliorer l'itinéraire. Une boucle de 1150 km de long, avec 20 000 mètres de dénivelé, qui fait le tour de cette île méconnue qu'est Taïwan. Taïwan, pour les cyclotouristes et les aventuriers et aventurières, c'est une île magique pour le cyclisme d'aventure. On est très loin finalement des idées reçues qu'on peut avoir de l'île du Made in Taïwan des années 90, où tout le monde imagine que c'est une grande usine. C'est une île où il y a je sais plus combien de cols à plus de 3000 mètres d'altitude, certaines montagnes qui sont même pas nommées tellement il y en a, de la jungle, et surtout une infrastructure de cyclisme qui est formidable. C'est la plus grande piste cyclable du monde. Et le Biking Man, c'est ça. C'est des ingrédients. Avec, non pas un seul ingrédient, comme la majorité des courses, c'est des ingrédients multiples. Pour que sur une durée de 120 heures, qui est la durée maximale pour compléter le Biking Man, il y ait une expérience qui soit totale. Bien que nous soyons 2 mois avant le début de l'épreuve, Axel y consacre l'essentiel de son temps. Pour décompresser, Axel enfourche son vélo et file se perdre dans le massif majestueux de l'Estérel, à 30 km de Cannes. C'est dans cette nature âpre et préservée qu'il revient aux sources du Biking Man. J'ai un ami un jour qui a partagé une expérience avec moi, il m'a proposé d'aller sur un voyage à vélo, c'est la première fois que je montais sur un vélo. Il m'a emmené dans un endroit inconnu, qui m'attirait parce que c'était précisément pas connu, et j'y ai découvert bien sûr de la difficulté, mais surtout de la beauté. Et surtout, ça m'a donné envie de fonder Biking Man et de partager cette beauté, ce challenge et cette difficulté que peut rassembler les plus beaux endroits du monde. Le championnat Biking Man est composé de 6 épreuves réparties sur la planète. Les règles sont très strictes, sans pour autant qu'il s'agisse uniquement de performance. Chaque course Biking Man est une course d'ultracyclisme sans assistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque participant doit pédaler soit en solitaire, soit en équipe de 2. Donc les pelotons sont interdits. Ils doivent gérer du départ jusqu'à l'arrivée l'autonomie de réparation, la capacité de pouvoir s'alimenter et se ravitailler seul sur les routes auprès de tous les commerces accessibles par tous les coureurs. Il n'est pas possible d'avoir un véhicule d'assistance externe qui suit les coureurs et qui pourrait permettre de les aider dans leur progression. L'aspect sportif et performance de chaque Biking Man, pour moi, c'est 10 à 20% de la compétition. Le reste, c'est l'occasion pour des gens normaux, des gens de la vie de tous les jours, de changer leur vie. Le fait de les plonger, ces gens-là, dans des conditions extrêmes et climatiques, topographiques particulières, avec le côté insolite des destinations, va créer nécessairement dans chaque personne la nécessité d'aller puiser, d'aller creuser, d'aller chercher des ressources dont généralement ils n'ont pas conscience. Après, ils découvrent quelque chose qu'ils pensaient finalement impossible au départ. Retour à Taipei. La plus difficile des courses Biking Man vient de commencer. Le premier 7-Eleven d'une très longue série. Il est 5h du matin, 1 heure après le départ, et là on est déjà en train de s'empiffrer pour pouvoir les rejoindre et les rattraper sur un tronçon qui est assez rapide sur les 80 premiers kilomètres, c'est très rapide. Du coup on va essayer de les rattraper le plus vite possible pour pas se faire devancer et pouvoir les choper dans la jungle. Les coureurs s'élancent sur le début du parcours. Et c'est en traversant une première section de jungle qu'ils doivent rejoindre le Sun Moon Lake, à 260 km de Taipei. Pour certains, le compteur affiche 40 km/h. Mais pour d'autres... On y va doucement. C'est que le début. Mon petit doigt me dit que ça va bientôt se corser.
Alors on prend notre temps. En tout, on a 5 jours pour finir, c'est ça? Eh ben, ce sera 5 jours. 2 heures après le départ, pour certains coureurs, c'est déjà le premier ravitaillement. On a distingué 3 grands profils sur les participants du Bikingman. Sur chacune des courses, on a les gagnants, ceux qui vont chercher à se positionner dans le top 3 et qui vont chercher la performance. Ils vont tenter de faire le meilleur temps, le plus rapide. On a ensuite ceux qui veulent essayer de se classer, d'être dans les 25 premiers et avoir un temps pour finalement être fiers de leur performance. Et le 3e grand groupe, mais qui est la majorité, ce sont des gens, c'est la première fois qu'ils font ça, ils veulent juste finir, ils veulent survivre à l'épreuve. Globalement, il faut imaginer qu'un participant Bikingman type, ça va brûler entre 6 à 10 000 calories par jour. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction du profil, les leaders ne s'arrêtent pas. Ils stockent l'alimentation sur leur vélo pour gagner du temps et avoir des gains marginaux sur la recherche alimentaire. Et les 2 autres groupes se ravitaillent sur la route en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être dans des supérettes, ça peut être dans des restaurants, ça peut être chez l'habitant en fonction des opportunités à trouver sur la route. Mais c'est un très gros défi. Au-delà de la nécessité de rassembler des calories, il faut imaginer quand même qu'il y a la nécessité de les chercher. Premier arrêt, je me suis dit que ce serait bien de faire des provisions avant d'attaquer les côtes. Ça me donnera du courage. Ouais, voilà. Un sandwich, de l'eau. 3 minutes chrono pour faire le plein de nourriture et de boissons. Et il faut déjà repartir pour affronter la première difficulté de la course, et non des moindres, la jungle taïwanaise. À 80 km au sud-est de Taipei, s'étendent 8000 km² de collines acérées, recouvertes d'une jungle tropicale hostile, peuplée d'animaux rares et dangereux. Pour les coureurs du Bikingman, l'immersion est brutale. Le but, c'est d'arriver à choquer les participants. Vous avez une hygrométrie de 100%, c'est-à-dire que déjà au niveau de la respiration, il est très difficile de respirer. Deuxièmement, il fait plus de 30 à 35 degrés, là où on a des coureurs qui viennent de pays nordiques, donc où il fait froid. Vous avez des pourcentages terribles qui vont avoir comme conséquence de créer généralement des crampes pour les gens qui s'hydratent mal. Il y a une ambiance sonore qui, de jour, peut être intéressante et amusante, de nuit, qui peut être un cauchemar, parce que vous avez des sons de cigales qui se transforment en animal que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous terrifier. Vous avez des conditions de route qui sont accidentées, avec des trous, des racines, des branches, des animaux sauvages, des serpents, potentiellement des singes, qui peuvent franchir la route par laquelle vous allez passer. Donc c'est une ambiance totale qui va permettre de pouvoir naturellement créer les différents niveaux de chaque participante et participant et de séparer finalement, naturellement, les coureurs. Objectif réussi. Dès l'entrée dans la jungle, les coureurs sont tous isolés. Le premier d'entre eux à affronter les pourcentages vertigineux des collines de Taïwan est un jeune coureur suisse de 29 ans, Fabian Bury. C'est dur. Surtout avec ces braquets. Il me faudrait au moins 2 dents de plus. Le mieux, ce serait 4, voire même 6. Mais c'est la vie. Quand on n'a pas d'argent, on utilise ses jambes. Fabian est un coureur atypique qui a placé sa vie sous le signe de la passion. J'ai 2 passions. Le vélo et la musique. Je joue de la musique, mais j'aime aussi découvrir et collectionner. Depuis tout petit, ces 2 choses ont toujours guidé ma vie. Mais aujourd'hui, c'est le vélo qui compte le plus pour moi. Donc si je peux participer à une compétition de vélo, dans un endroit du globe que je ne connais pas, avec plaisir. Pour Fabian, l'ultracyclisme n'est pas qu'un sport. C'est une philosophie de vie. En Suisse, on travaille sans arrêt pour simplement s'enrichir. Mais à quoi bon gagner tant d'argent? Pour l'avenir, peut-être, mais moi, je vis l'instant présent. Cette année, pour la première fois, je vis comme je l'entends. Je travaille le moins possible et je fais un maximum de vélo partout dans le monde.
Ça peut sembler extrême, mais pour moi, c'est juste normal de passer la journée sur mon vélo. Ce que je trouve extrême, c'est de passer sa vie à faire un travail qu'on déteste. Ça, c'est extrême. Sur les lacets qui zigzaguent au travers de la jungle taïwanaise, c'est un duo italo-canadien qui s'élance en deuxième position à la conquête de ces côtes infernales. Si t'arrives à me suivre à reculons, c'est que je dois pas aller bien vite. Voici Jeff et Christiane. Christiane et moi, on a des physiques vraiment très différents. Et on ne se comporte pas du tout de la même façon sur un vélo. Mais on se complète. Christiane est un bon grimpeur. Et moi, j'ai de bonnes aptitudes de rouleur. En alliant nos forces, on obtient de bons résultats. Je connaissais pas ce genre de course. Un jour, Jeff m'a envoyé un message en me proposant d'y participer. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Et 5 secondes après, je répondais « Ok, c'est parti. Allons-y. » Il est où, Jeff? Il est où? Vous savez? Vous l'avez vu, vous? Il en est où de la montée? Il a commencé la montée? La montée? Au tout début. Ah ok, c'est ce que je craignais. L'impatience volubile de Christiane fait doucement sourire Jeff, qui sait très bien que son partenaire l'attendra au prochain col pour continuer l'étape ensemble. En troisième position de la course, on trouve un Français de 44 ans installé à Taïwan, Brice Bena. Il a l'avantage de connaître ses routes par cœur. Ah bah c'est clair, ça casse, hein. Casse-pattes, hein. Donc il va falloir récupérer après, parce qu'on peut pas monter tranquille, quoi. Ça casse, hein. Mais bon, il n'y a pas d'autre moyen. Juste la première partie, ça devait être encore plus dur si on ne connaît pas le parcours. Parce que les côtes sont interminables. Moi, je sais, enfin, tout le monde sait qu'une côte, ça s'arrête un jour ou l'autre quand même. Mais de faire ces côtes-là la première fois comme ça, ça doit être vraiment, vraiment dur quand même. J'adore voyager à vélo. Mais maintenant, avec les enfants et le boulot, j'ai plus trop de temps. Et donc en fait, la solution, c'est de faire des courses parce que ça me pousse à en faire plus vite. Et puis, c'est vrai que c'est le côté ultra de faire autant de possible en une journée, c'est quand même assez extraordinaire, c'est sympa. Un peu plus loin, c'est un Australien de 51 ans qui pénètre dans la jungle en 4e position. Michael Dwayne, surnommé Terminator. Vous savez, je peux pédaler plus de 50 heures sans dormir. Ce n'est pas naturel de faire subir ça à son corps, mais j'aime ces courses m'obligent à puiser dans mes dernières ressources. On voit du pays, on vit des situations qui ne se produiraient jamais dans une course traditionnelle. Et c'est ça qui me plaît. C'est vraiment de l'aventure. C'est une aventure. Le sens de l'aventure, c'est aussi ce qui motive Georgina Pancho, une jeune Anglaise de 27 ans, passionnée d'ultracyclisme et sans souci du candidaton. Aujourd'hui, la vie est trop simple. Par exemple, j'ai un supermarché juste en bas de chez moi, une voiture. Rien n'est compliqué. Mais on dirait que j'aime ça, me compliquer la vie. Je veux de l'aventure. J'aime bien me mettre dans le pétrin, puis m'en tirer et apprécier la vie. Ensuite, je recommence. Je fais ça pour moi et pour personne d'autre. Ça m'est égal ce que les gens pensent. Même si parfois ça me gêne un peu en tant que fille. Parce que les gens se demandent comment je peux aimer ça. Passer ma vie sur un vélo, sentir la sueur, ne pas me laver tous les jours. J'aime traîner du côté sombre pour ensuite mieux apprécier la lumière. Georgina, Michael, Christiane, Jeff, Brice et Fabian sont les favoris de l'épreuve. Ils sont venus assez facilement à bout de la jungle taïwanaise. En revanche, pour les autres coureurs, cette première journée de course vire au cauchemar.
C'est une course à pied, non? Je savais que la première journée serait dure. Mais pas à ce point. On a eu un nombre fou de côtes et de pentes super raides. Et tout ça sur une courte distance. C'était dingue. Entre 15 et 22% de dénivelé, dans une chaleur moite qui frôle les 40 degrés. Un enfer pour cyclistes. Cette partie de l'itinéraire était tout simplement inhumaine. On s'est tapé des murs et plusieurs côtes vraiment impossibles. Et pas seulement sur une petite portion de route, mais sur plusieurs kilomètres. C'est très dur, mais en même temps, c'est magnifique. C'est ce mélange qui est excitant. Alex est parvenu à rejoindre Jeff et Christian le temps d'une montée. Mais il sera vite distancé. Pour lui, comme pour la majorité des autres concurrents, cette journée est loin d'être terminée. Kilomètre 140. Sur le bord de la route, un coureur est en difficulté. Dans une des premières descentes, en fait, je croise une camionnette et je passe à côté de la camionnette. Et en fait, derrière cette camionnette-là, il y en avait une deuxième, mais qui était décalée et qui roulait au milieu de la route. Donc moi, allant à plus ou moins, je pense, 30 km/h, j'ai eu juste le temps de tourner au maximum, mais j'ai pas pu l'éviter. Et j'ai fait un frontal en fait avec la camionnette, qui devait elle rouler à aussi plus ou moins 30 km/h, donc il faut imaginer un choc à 60 km/h. J'ai volé au-dessus du vélo, donc je suis retombé un peu plus loin. Je sais pas par quel miracle, je n'ai absolument rien. Je me suis relevé, j'ai vu le vélo, je me suis directement dit ok, là la course elle est finie. Enfin, vu l'impact, le vélo, s'il n'est pas cassé en deux, je comprends pas quoi. Oh putain. Ouais, il est déchiré de chez déchiré là en fait. Hein. Pas encore, mais... Non mais bon, c'est la chambre à air ça. C'est... Non, c'est pas la chambre à air. C'est pas la chambre à air. Faudrait que je trouve un magasin en fait. T'as une barre de céréales ou pas? Ouais. Ah mais j'ai un truc pour mettre à l'intérieur. Ouais. J'ai un tire boot. Tu vois ce que c'est? Ouais. Moi, je mettrais ça? En préventif. Ouais. Sur Taïwan, ce qu'on cherche à éviter, c'est produit. Il y a eu un accident. Là, il y a un sentiment partagé en tant qu'organisateur que je ressens, c'est que spontanément, j'aimerais l'aider, mais par rapport aux règles de la course, je ne peux pas. Donc il y a toujours ce jeu d'arriver à identifier la problématique, s'assurer que le coureur est intègre, s'assurer qu'il peut repartir dans de bonnes conditions sans lui procurer une quelconque assistance. C'est donc seul et avec les moyens du bord que Guillaume doit rafistoler son vélo pour espérer pouvoir continuer l'épreuve. Ben là maintenant le but c'est de continuer à rouler mollo et de prochain bike shop d'aller essayer de trouver une solution, éventuellement un pneu, faire resserrer la fourche là, qui a pris du jeu avec le contact avec la voiture. Donc voilà. Et sinon c'est continuer, terminer la course. Je suis pas venu à Taïwan pour renoncer. Malheureusement, l'optimisme de Guillaume est de courte durée. Quelques kilomètres plus loin, les conséquences de son accident commencent à se faire sentir. Je pense que mon corps s'est énormément raidi au moment de l'impact. En fait, dès la montée suivante, j'avais des crampes. Je devais descendre du vélo à chaque montée, m'étirer, essayer de remonter, faire 200 mètres, redescendre du vélo. Enfin, j'ai vraiment perdu énormément de temps. Guillaume est en proie au doute. Parviendra-t-il à finir la course? Kilomètre 165. Mais en gros, si je trouve pas de pneus, je peux pas finir. J'ai mis du gaffeur là, juste ici pour éviter que ça sorte trop. Et en même temps, je peux pas trop gonfler parce que si je gonfle trop, ça va faire trop de pression et ça va encore éclater. Et après, je peux te mettre un truc à l'intérieur. Si encore on était sur la côte, je pourrais trouver un magasin pour acheter un pneu, mais acheter un pneu ici dans la montagne, ça va pas être facile. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ça, j'ai quand même tenu assez longtemps avec un pneu, avec une grosse hernie, avec la chambre à air qui sortait. Par sécurité, c'est bien de le mettre aussi à l'intérieur, parce que ton duct tape c'est bien, mais ça peut se barrer avec ça peut se barrer, ouais. Ça me ferait chier d'arrêter maintenant. Sinon, vous avez les pneus, je suis disqualifié, mais vous me filez un pneu. Et je vais mettre un truc à l'intérieur pour éviter. C'est un truc de papier
d'emballage de barres de céréales en alu. Je peux mettre ça là et hop. Bon, Taïwan, c'est pas l'ultracyclisme, je suis vraiment l'ultracycliste parce qu'il y avait ce truc de Taïwan, quoi. Donc je dis tiens, ça serait une occasion d'en faire au moins, de faire une première épreuve en commençant par ça. J'ai pas commencé par la plus facile. Ah bordel. Je déteste en véhicule. Je suis pas manuel du tout. Laissons Gilles à son bricolage pour retrouver la Côte d'Azur quelques semaines après la course. Axel profite d'un instant de pause durant l'une de ses escapades pour revenir sur les problèmes techniques rencontrés par les concurrents de Taïwan. Ce qui s'est passé sur le Bikingman de Taïwan, c'est qu'il y a plusieurs coureurs qui sont venus avec des configurations de vélos de course, de route, qui étaient un peu extrêmes, c'est-à-dire pas trop adaptées à la difficulté ou en tout cas au caractère sauvage de l'île. L'exigence des courses Bikingman et les conditions extrêmes dans lesquelles les coureurs vont s'impliquer nécessitent le top en matière de technologie. On est déjà sur un cadre de type gravel en carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un vélo de course avec des roues qu'on peut monter presque de VTT. Il faut venir avec du pneu tubeless, c'est-à-dire comme les pneus de voiture. Il n'y a pas de chambre à air. C'est gonflé, plaqué contre la roue, contre la jante, et ça permet de pouvoir résister quasiment à toutes les crevaisons, d'avoir un tout petit peu de souplesse par rapport à un pneu chambre à air, et surtout de pouvoir résister quasiment à n'importe quel type de route. Ensuite, c'est un vélo qui va être équipé généralement de freins à disque, des braquets qui sont très différents de ceux du Tour de France. Tour de France, on va être sur du 52-36, 11-25, 11-28. Là, moi, je suis sur un monoplateau et à l'arrière, je suis en 10-50. Donc, j'ai une transmission de char. Il y a également de l'électrique sur la transmission. Là, en l'occurrence, je suis sur un vélo avec une transmission électrique. Le changement des vitesses, c'est pas un câble comme à la maison, c'est pas du liquide, c'est une transmission sans fil où je peux changer directement sans câble avec un tout petit moteur. Il n'y a pas de moteur dans les roues, il y a un moteur dans la transmission pour changer les vitesses. Ça, c'est le vélo typique Bikingman, moins de 10 kg. C'est avec ce type de vélo qu'Axel sillonne la planète pour préparer les courses Bikingman. Il repère lui-même chaque kilomètre. Rien n'est laissé au hasard. Retour à Taïwan, kilomètre 260. Le Sun Moon Lake est un lac emblématique de l'île qui attire des millions de touristes chaque année. C'est devant un petit temple qui domine ses eaux turquoises qu'Axel et son équipe ont installé le premier checkpoint de la course, passage obligé pour tous les coureurs. Sans surprise, c'est Fabian qui arrive en premier. Il a parcouru les 260 km de cette première section en moins de 13 heures, soit une moyenne de 22 km/h. Compte tenu des difficultés, c'est une prouesse. Mais il en faut bien plus pour venir à bout de son endurance. Tout va bien. Pour l'instant, mon mental est bon. J'ai mal aux jambes, mais c'est normal après une étape pareille. Je vais continuer à rouler cette nuit, tant que je pourrai. Mais j'aurai pas besoin de forcer, car la plupart des côtes difficiles sont passées. J'espère en tout cas. Ouais, je vais y aller tranquille, mais je continue. Il n'est donc pas question de se reposer ni de dormir. Dormir ou ne pas dormir, c'est une décision clé dans ce genre d'épreuve. La gestion du sommeil sur le Bikingman, elle est capitale. L'épreuve, elle est calibrée pour pouvoir être terminée sans dormir. Les vainqueurs, généralement, ont une stratégie du sommeil qui s'apparente à la stratégie militaire, de la micro-sieste, du micro-sommeil, ou des navigateurs. C'est-à-dire qu'ils vont dormir 5-10 minutes une fois qu'ils commencent à avoir des coups de fatigue. Et ça à fréquence régulière, mais au total, sur la durée de leur course, ils vont dormir moins de 5 heures. C'est à ce petit groupe de compétiteurs hors normes qu'appartient résolument Michael, qui arrive en deuxième position quelques minutes après Fabian. Pour lui aussi, dormir n'est pas une option. On verra bien. Dans le noir, tout peut devenir plus difficile. La nuit va être longue. En troisième position, Brice franchit simplement la ligne électronique qui atteste de son passage et repart immédiatement, juste avant l'arrivée de Georgina, première femme de l'épreuve. Georgina, smashing this. All right. Je suis très fatiguée. Là, le soleil se couche. Ça me fait un peu peur. J'aime pas être dans le noir. Je vais essayer de trouver à manger et reprendre la route.
J'ai un hôtel réservé un peu plus bas, mais je suis pas sûre de pouvoir aller aussi loin. J'espère que mes jambes tiendront jusqu'au prochain checkpoint. Le soleil se couche derrière les collines qui entourent le Sun Moon Lake lorsque Jeff et Christian arrivent à leur tour au premier checkpoint. La journée a été longue, mais à partir de maintenant, ça devrait aller un peu mieux. On va essayer de faire encore 150 km en espérant finir à minuit et dormir un peu. Pour cet étonnant duo, tout est une question d'organisation. On prévoit précisément les distances à parcourir ou le temps passé à dormir. On n'essaie pas de dépasser un coureur de tête, par exemple. On s'en tient au plan. Le secret, pour obtenir de bons résultats, c'est de faire la même chose au même moment. Manger, dormir... Oui, d'être synchronisé. Voilà, synchronisé. Mais ce n'est pas si simple. Après, en fonction des stratégies, généralement, ce que prévoient les participants ne se produit jamais. C'est-à-dire que là où un participant dit, voilà, mes 1150 km sur Taïwan, je vais les faire en tant d'heures, en tant de jours, je vais dormir à tel endroit. En fonction des conditions de la course, de ce qui se passe, de la pluie, du vent, de la chaleur, de la fringale, de tous les aléas de la course, tout tombe par terre. 2 heures plus tard, aucun des autres coureurs n'est encore arrivé. Axel et son équipe en profitent pour se détendre. La nuit est tombée tôt, comme d'habitude, et comme prévu. Et voilà, on est en train d'attendre des coureurs dans une convivialité tout à fait taïwanaise. Et c'est Alex, le coureur espagnol, qui arrive enfin. Je suis venu à Taïwan simplement pour finir la course, pas du tout pour viser le podium. Donc là, je vais continuer un peu, faire un petit col ou deux, parce qu'il est encore tôt, et puis vers 22h, j'irai me coucher. Alex et tous ceux qui vont le suivre ne font pas partie des concurrents qui jouent la gagne. Pour eux, la stratégie du sommeil est bien différente. Le deuxième groupe, ils vont dormir de 2 à 5 heures, soit sur des bancs, soit à l'hôtel, soit les deux, par tranche de 24 heures. Le dernier groupe, ceux qui cherchent à survivre, eux vont faire des vraies nuits. Comme Michael Beale, le doyen de la course qui est épuisé. J'ai vraiment souffert. Mais j'ai pas marché. J'ai forcé. J'ai dû faire 2 ou 3 pauses pour ralentir un peu ma fréquence cardiaque. Mais bon, j'ai réussi. Je suis arrivé. En vie. C'est pas rien. Je suis le plus vieux à participer à cette course. Les autres pourraient être mes enfants. Donc, je m'attends pas à finir dans les premiers. Mon but est d'arriver dans le peloton du milieu. C'est plus un défi que je me lance à moi-même. Ça me plaît de tenter de me dépasser. J'adore les longues journées passées à vélo. C'est essentiel pour moi. La vie est trop courte pour la passer dans un canapé. C'est la mentalité typique d'un coureur biking man, quel que soit son âge. Dans les rues vides, seuls les coureurs du biking man comme Brice arpentent ce qu'il reste de route avant une nouvelle section de jungle. J'ai pris trop de caféine pour m'arrêter. Bien trop. Il faut imaginer que vous allez vous retrouver de nuit, en solitaire, sans assistance, avec personne à la ronde, à 50 km à la ronde, et dans des conditions de jungle tropicale. Les conditions des routes où vous ne voyez pas à 2 mètres. Vous avez cette atmosphère à traverser. Il est impossible sur cette section de pouvoir dormir. Impossible. Il n'y a aucun endroit pour pouvoir se reposer. Ou alors, à moins que vous souhaitiez être dévoré par la faune et la flore environnantes. Pour ceux qui ont décidé de faire la route de nuit, l'enfer vert continue, plein de mystères et de dangers. Les côtes étaient de plus en plus raides. C'était hallucinant. C'était un peu flippant aussi. On m'avait beaucoup parlé d'araignées et de serpents dangereux. Dans ces conditions, il n'y a qu'une chose à faire, continuer. J'y suis arrivée vers 3 heures du matin et il faisait nuit noire. J'entendais plein d'animaux, même si je les voyais pas. J'avoue qu'à un moment, je suis même descendue de vélo. J'avais peur de me prendre un nid de poule et de passer par-dessus le guidon. Mais c'était sûrement encore plus dangereux d'être à pied.
Parfois, on croit qu'on s'est trompé de route, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et puis, on se rend compte que non. Elles sont toutes pareilles. J'ai jamais vu des routes comme ça. Jamais. « 4 heures du matin. Un coureur ne donne plus signe de vie. Axel et son équipe partent à sa recherche. Ah, je suis sur la bonne route. Eh ben, on dirait que j'ai fait 32 km en trop. Mon GPS est sur ma potence. À un moment, j'aurais dû tourner à droite. Je regardais l'écran et plein de lumières se sont soudain mises à clignoter. J'y comprenais rien. Félicitations. C'est un peu périlleux la nuit. Carrément périlleux, mais pas inintéressant. C'est pas ici que je vais trouver un endroit où dormir. Je suis ravi que ça te plaise. Ouais, on s'amuse bien. Donc là, on est à la fin de la section de jungle et on vient de croiser Michael là qui a beaucoup apprécié. Et en fait, il s'était trompé au croisement pour rejoindre cette section parce que c'est pas évident. Du coup, il a eu l'occasion de se faire presque 32 km de montée en rab en plus. Il s'est trompé de route. Donc là, il était assez chaud quand il est arrivé et il était content de rejoindre enfin la route. C'est bien par là? Très bien. C'est parti. En route pour Taipei. Bien qu'ils ne soient plus dans la jungle, les coureurs roulent seuls dans la nuit sur les routes de Taïwan. Chacun gère à sa façon le stress de cette situation. Christian voulait voir des singes, mais on les a pas trouvés. On les a juste entendus de loin. Comme à leur habitude, Christian et Jeff se lancent des piques amicales. Georgina, qui a très peur du noir, écoute de la musique. J'écoute un peu de tout. Je suis tombée sur des chansons tristes, mais j'ai changé. Ça m'angoissait. Je préfère les morceaux joyeux. Fabian se concentre sur l'effort. Brice cultive son tempérament. Ouais, c'est sympa de rouler la nuit. Taciturne. Et Michael s'émerveille. C'est très beau par ici. J'ai vu quelques singes. Ils m'ont même suivi un moment. C'est à peu près tout. J'ai croisé quelques cyclistes zinzins, mais rien d'autre. Cette première nuit sur la route se poursuit sans incident jusqu'au lever du jour. Autre décor. Les coureurs de tête entament une section de transition dans le sud-est de Taïwan. La jungle a disparu. La civilisation est de retour. C'est la zone la plus rurale de Taïwan, avec ses immenses cultures de palmiers, ses rizières et ses plantations de thé, dont le fameux thé oolong, réputé être le meilleur du monde. 150 km en arrière, les coureurs qui ont dormi la veille découvrent en plein jour la deuxième section de jungle. Grâce à un artisan local, Gilles a pu réparer sa roue. Et c'est l'Australienne, Julie Melville, qui sort de la jungle l'an dernier, avec plus de 20 heures de retard sur les coureurs de tête. Après 30 heures de course, Brice est passé en tête. Il n'a que 80 km d'avance sur le 5e. Mais plus pour très longtemps. Avec l'arrivée sur la côte est de Taïwan, s'ouvre une nouvelle section de la course tout aussi périlleuse que la première. Ici, pas de collines acérées, mais un ennemi implacable, le vent. Sur 250 km de route longiligne, il souffle en rafale de 80 km/h. C'est du délire ce vent!
Il faut imaginer une des plus longues pistes cyclables du monde, mais surtout la probabilité très forte d'avoir un vent de face terrible. On va rentrer dans un challenge qui est plutôt mental. Clairement, ça va venir poncer l'esprit de chaque participante et chaque participant. En 6e position, Alex, le coureur espagnol, garde un souvenir douloureux de cette partie de l'épreuve. Quand j'ai attaqué cette partie de la côte, ça a vraiment été très dur. C'est tout plat, très monotone. Mentalement, j'ai souffert. J'ai même dû appeler ma femme, Martha, et on a parlé plus d'1 heure pour me changer les idées. Sinon, c'était d'un ennui mortel. Cependant, pour les coureurs de tête, pas question de relâcher leur vigilance. Voitures et camions passent à toute allure. La course prend alors une tournure inédite. Contre toute attente, c'est la paire Jeff Christian qui prend la tête du classement. « 19h. L'équipe d'Axel, qui a passé sa journée à faire des va-et-vient entre les différents participants, est épuisée. Alors on vient de s'installer dans le village de Jinlun, qui est à environ un peu plus de 200 km, 220 km du CP2. En tête de la course, il y a une paire déchaînée d'Italo-Canadiens. Donc l'idée pour nous, c'est de se reposer maintenant parce qu'on est assez HS et repartir dans la nuit pour pouvoir essayer d'attraper ces gens qui sont munis d'une énergie dont j'ignore la provenance. Les coureurs de tête vont passer une nouvelle nuit sans dormir. Quelles sont leurs motivations? À quoi pensent-ils au moment de l'effort? Vous savez, la plupart du temps, quand je suis à vélo, je ne pense à rien. C'est très proche de la méditation. Ça me permet de me déconnecter. Je me concentre sur ce qui se passe et rien d'autre. C'est une sorte de thérapie. Ça me rend plus heureux. Si pour les coureurs cet engagement semble évident, leur entourage a bien souvent du mal à le comprendre. Mes amis pensent que je suis folle de faire ça. Mais participer à ces courses, ça me donne une grande confiance en moi. C'est la preuve que rien n'est impossible quand on s'en donne les moyens. Mes amis sont admiratifs. Mais je suis sûr qu'ils pensent que je suis fou. D'une certaine manière, la musique métal, les sports extrêmes, les tatouages ou être vegan, c'est trop radical pour eux. Et je veux leur montrer qu'en ayant un mode de vie sain, en étant végétarien ou végétalien par exemple, on peut très bien s'en sortir. Je veux être un exemple et démontrer que c'est possible. Je veux que mes enfants sachent qu'ils peuvent réaliser leurs rêves s'ils se donnent à fond. J'aimerais qu'en me voyant faire ce que je fais, ils aient un regard sur la vie différent des autres. Depuis le départ de la course, Julie a toujours été en dernière position. Cette Australienne de 42 ans, mère de 2 enfants, a connu les pires galères dès la première journée. Dans la vie, je pense qu'il faut tester ses limites. Il faut se lancer des défis où l'échec est une possibilité. On ne vit pas vraiment si on ne se met pas en danger. Quel est l'intérêt de la vie si on reste dans sa zone de confort? Pendant ces courses, des trucs dingues se produisent tout le temps. On ne se laisse pas déstabiliser. On se dit intérieurement, ok, c'était intéressant, et on continue. On gère des situations dont on pensait avoir peur. Parfois, ça provoque aucune réaction. C'est passionnant d'en apprendre autant sur soi-même. Au bout du compte, tu réalises que la distance parcourue, la vitesse ou la longueur d'école, c'est pas très important. C'est plutôt ce que tu vis sur le moment. L'aventure, la découverte du monde et l'introspection ne sont pas les seules motivations de ces athlètes du quotidien. J'ai commencé le vélo pour l'aventure, pour m'échapper du travail et de mon quotidien. Ça, c'était au début. Mais petit à petit, je me rends compte que j'en veux toujours plus. Plus de difficultés, plus de kilomètres, plus de jours à vélo.
Et j'ai pas encore atteint la limite de mes capacités. Ce que je trouve vraiment gratifiant, c'est de dépasser ses peurs et d'accomplir des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer ou qui semblent physiquement impossibles. La clé de ce dépassement de soi n'est pas seulement d'ordre physique. Les gens voient ça de l'extérieur comme quelque chose de surhumain. Mais en fait, moi, j'ai toujours que tout le monde peut le faire, en fait. Mais ça demande surtout une part de mental assez costaud parce que forcément, il faut prendre sur soi. Quand on souffre, il faut accepter la douleur, il faut continuer, voilà. C'est vraiment beaucoup plus mental que physique, je dirais. Bien souvent, les enjeux dépassent largement la simple performance. On découvre des réflexions quasi philosophiques, où il n'est plus question de sport, mais de vie et de mort. L'année passée, j'ai perdu un proche aussi. C'est des choses qui font remettre pas mal de choses en question. Je me suis dit, voilà, je vais prendre une petite pause, faire quelques courses de vélo, prendre un peu de temps pour moi et vraiment prendre du plaisir. J'ai presque 55 ans. Je sais très bien que la vie n'est pas éternelle. Je veux vivre de nouveaux défis, quels qu'ils soient, tant que je le pourrai et tant que mon corps suivra. Ces courses ont changé ma façon de voir les choses. C'est pour ça que je continue. Plus on en fait, plus notre vision de la vie évolue. Au fond, je pense que c'est pour ça qu'on le fait. Ça nous montre ce qui compte le plus dans la vie. Tandis que la nuit pose un voile pudique sur la profondeur de ses confessions, dès l'aurore, la course reprend ses droits. Mais une concurrente manque à l'appel. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Georgina, qu'on n'arrive pas à trouver ce matin, c'est normal qu'on n'arrive pas à la trouver puisqu'elle est à l'hôpital. C'est sa mère qui vient de m'écrire là sur les réseaux sociaux. Donc on va se faire un demi-tour puisqu'elle est en fait derrière nous alors qu'on l'a cherchée devant nous. Depuis 2 heures, la jeune Anglaise est dans le petit hôpital du village de Chanbin et souffre d'une plaie en haut de la cuisse qui l'empêche de tenir en selle. T'as peut-être déjà vécu ça? T'as beaucoup d'expérience sur longue distance, donc... Ouais. T'as des conseils à me donner? Si la plaie était ouverte, peut-être. Mais on peut pas faire grand-chose si c'est juste au niveau de la peau. Oui, c'est la peau. Ça fait super mal. J'ai essayé de continuer sur des portions de 30 km, mais la douleur est trop vive. La douleur était insupportable. J'ai jamais eu aussi mal. J'ai eu la jambe cassée et ça faisait moins mal. Je suis à 2 doigts de laisser tomber. Ça fait trop mal. Je comprends. Cette douleur me rend malade. J'arrive même pas à avaler quoi que ce soit. En proie au doute, Georgina passe quelques examens sommaires pour finalement se faire prescrire une crème cicatrisante qui met des jours à faire effet. En attendant, la course continue. Donc là, on est à l'hôpital avec Georgie, mais on vient d'apprendre que Michael est arrivé au CP2 là. Et il a l'air vraiment explosé. Le 3e grand segment, là où on peut imaginer que ils vont se reposer un peu les coureurs. Non, l'idée c'est d'avoir une progression. Jungle tropicale, mer de Chine, vent de face. Le 3e grand segment, c'est le col le plus long du monde, qui s'appelle le col du Taroko. Et il est littéralement interminable. Et on passe par quasiment tous les univers que peut rassembler Taïwan. Mais également toutes les conditions climatiques. Il peut faire beau au pied du col et des conditions terribles de pluie, de brouillard et de froid au sommet du col. Arrivé en tête au 2e checkpoint, Michael s'engage dans les gorges du Taroko sans avoir dormi 1 minute depuis le début de la course. Je suis crevé. Tu manques de sommeil? C'est surtout physique. Mais le manque de sommeil doit jouer. J'ai plus d'énergie dans les jambes.
Michael est l'exemple type du Biking Man. Un homme ordinaire, aux capacités physiques exceptionnelles, infatigable et animé d'une volonté d'acier. Mais aujourd'hui, il a devant lui un monstre. Le col du Taroko, le plus long col du monde. 122 km d'ascension, 6 heures à pousser sur les pédales, des conditions climatiques infernales, à plus de 2400 mètres d'altitude. Un léviathan pour grimpeurs, un col mythique qui va départager les coureurs de tête du Biking Man de Taïwan. Arrivé à son tour au pied du col, Brice est presque dans un état second. L'équipe d'Axel est obligée de l'arrêter pour vérifier son état de santé et sa lucidité. À peine 10 minutes de repos et le voilà parti à l'assaut du col maudit. De son côté, Fabian a préféré faire une pause avant l'ascension. J'ai fait qu'un repas ce matin. Mais ensuite, j'ai rien trouvé de mangeable. Là, c'est soupe de nouilles aux légumes, riz, tofu et gingembre. Dans la deuxième section de jungle, Fabian a eu la peur de sa vie. Je roulais de nuit et ma lampe s'est éteinte d'un coup. J'ai freiné à fond et je suis parti en dérapage. Heureusement, je suis pas tombé, mais j'ai eu peur. Et pourtant, ce n'est rien comparé à ce qui l'attend. « 150 km en arrière, Georgina a repris la course. Pour ne pas raviver sa douleur, elle pédale en danseuse depuis environ 50 km. J'ai téléphoné à ma famille et à mon petit ami pour essayer d'oublier la douleur. J'ai aussi écouté un podcast sur le sommeil. Ça m'a un peu inquiétée car il parlait des dangers liés au fait de ne pas dormir suffisamment. On dort quand on est mort. Mais j'avais de plus en plus mal. Je pensais plus qu'à ça et à ma prochaine pause. Malgré sa détermination, Georgina est obligée de faire appel à Axel. J'aimerais tellement pouvoir faire une pause et recommencer. C'est l'abandon. Je suis très déçue et très triste. J'ai le sentiment d'avoir déçu tout le monde. Beaucoup de gens m'ont aidé pour cette course. Je ne voulais pas abandonner pour ne décevoir personne. Ça m'obsédait. Je veux recommencer et faire mieux la prochaine fois. Chaque course, pour chaque participante et participant, c'est un engagement total, physique et mental et préparatoire. Donc chaque abandon, c'est vu comme une fracture terrible. Pourquoi? Parce que les participants, ils vont penser à tous les engagements, tous les sacrifices qu'ils ont faits pour arriver jusque-là. On parle de Taïwan. C'est des gens qui viennent, ils ont traversé la planète pour venir faire la course et découvrir cette île et quelque part se lancer un défi. Quand ce défi, ils n'arrivent pas à le réaliser, c'est une déception profonde par rapport à finalement tous les engagements qui ont été pris et les sacrifices qui ont été faits. Le cas de Georgina, elle était en passe de devenir la première féminine de Taïwan. Elle a pédalé presque 700 km sans s'arrêter, dans la jungle, dans des conditions terribles. Et là, elle décide d'abandonner. La moindre des choses, c'est juste de se préoccuper de son bien-être pendant ne serait-ce que quelques minutes, lui adresser quelques paroles pour qu'elle se sente rassurée et qu'elle puisse se dire « Ok, je peux rentrer facilement à Taipei et surtout, ce n'est qu'une étape, je reviendrai. » Quelques jours plus tard, c'est sans hésitation que Georgina s'inscrira à la prochaine course Biking Man. Dans le massif du Taroko, la brume qui fait son apparition n'est pas ce qui inquiète Michael. Des files ininterrompues de voitures annoncent une mauvaise nouvelle. Donc là, les impondérables de Taïwan, climat tropical et des travaux en permanence sur les routes. Donc on a un groupe WhatsApp où les athlètes partagent en permanence ce qui se passe sur les routes. Et hier, une situation qui n'existait pas est apparue aujourd'hui. Donc ça, c'est une route qui est en travaux depuis aujourd'hui. Ils m'ont pas laissé passer. Quelques voitures ont pu traverser, mais à ce moment-là, j'étais en train de m'équiper. Et maintenant, je peux plus passer. Michael attendra 2 heures que la route se libère. Après ça, je pédalais plus pour la victoire.
J'aurais pu grimper encore un peu, peut-être même arriver au sommet, mais ça aurait été impossible de faire la descente avec cette météo. Il fallait être raisonnable. J'ai décidé de privilégier ma sécurité. Totalement épuisé, Michael s'arrêtera au prochain village pour y dormir 14 heures d'affilée. L'impitoyable Taroko a eu raison du grand favori de l'épreuve. Mais Michael n'est pas le seul à qui ces zones de travaux ont failli coûter la course. J'ai utilisé Google Translate, j'ai essayé de parler avec les mains pour expliquer « c'est une course, s'il vous plaît, je serai prudent ». Ça n'a pas fonctionné. Et je respecte cette décision parce que je suis ici en tant qu'invité. Quand je suis arrivé, mon corps s'est refroidi. Après, il a fallu repartir, mais j'avais mal aux jambes. C'est dur pour le corps de s'y remettre et j'ai eu du mal à retrouver mon rythme. À l'approche du sommet, les conditions empirent. À 2000 mètres d'altitude, dans le col du Taroko, dehors c'est des conditions d'apocalypse. Brouillard, pluie fine, froid, sensation dehors 0 degré, alors que sur la côte il faisait 25. Ils vont prendre cher. 60 heures après le début de la course, et après un mano à mano épique avec Fabian, c'est finalement Brice qui a viré en tête au sommet du Taroko. C'est maintenant au tour de Chris et Jeff d'affronter le monstre. Atmosphère lugubre, brume glacée, village fantôme. Mais il en faut plus pour déstabiliser ces deux briscards de la route. Regardez la différence. Un Norvégien, un Italien. Moi, je suis couvert de la tête aux pieds, et lui... J'enlèverais bien quelques épaisseurs, là. Il fait un peu chaud. Une fois au sommet, on attaque la descente immédiatement. On s'arrête pas. Heureusement, on a fait le plein de provisions avant l'ascension. C'était une bonne idée. Rester pragmatique, même au plus dur de l'effort. Christian nous livre sa recette secrète pour tenir. Pour rouler longtemps, j'ai besoin de salé. Là, par exemple, j'ai du riz et des épices. C'est très bien. Avant, j'ai mangé un buffalo stick. C'est un bâtonnet de viande séchée. Des noix et du riz. Tout ça, c'est très bien. C'est la course la plus dure de ma vie. Sérieusement. Vraiment. J'ai jamais fait quelque chose d'aussi dur. Maintenant, tout ce que je veux, c'est arriver à Taipei. C'est tout ce qui compte. Je pense plus qu'à ça. Allez. Fais bien attention en descendant. Ouais. Versant nord du Taroko. Pendant 100 km, Fabian et Brice ont tour à tour pris la tête de la course. À la sortie du village de Mimodeng, c'est le Français qui est premier. Mais pour combien de temps? Il y a Fabian qui est pas loin derrière, il est arrivé quand je suis parti. Donc il est peut-être à une demi-heure derrière. Bah, s'il me rattrape, on verra bien. Hein. Mais il grimpe mieux que moi. Mais je pense, enfin ouais, on verra bien. On s'est bien tiré la bourre avec Fabian, je crois que c'est un peu grâce à lui que ça m'a réveillé. De le voir aussi proche, et notamment quand il m'a doublé dans la descente, et j'étais là, wow, attends, d'où il vient? Donc ça m'a un peu marqué, mais c'est pareil, ça m'a réveillé aussi, quoi. Donc quand t'es devant, tu ralentis un tout petit peu et t'as les mecs qui passent, quoi, c'est tout, quoi. Hein. Donc c'est vraiment impossible de lever le pied, mais c'est bien parce que c'est vraiment la compétition qui te pousse, quoi. Ouais.
30 km derrière, Fabian est obligé de faire une pause. J'ai la forme. Mais après cette zone de travaux, mes jambes ne répondaient plus. Et j'avais mal. C'est ouvert encore. Tout est possible. Alors, j'ai mangé. Et après, je vais attaquer. Je sais. Ma lampe marche super mal. Et je peux pas beaucoup la recharger. Ça s'allume, mais ça fonctionne plus. Ça tient 2 minutes et ça s'éteint. Là, ça charge. Alors je vais attendre un peu. Quelque chose me disait que je pouvais gagner. Et qu'il fallait rester bien concentré. Je me suis arrêté parce que je sentais que c'était dangereux. J'ai bu une boisson chaude, mais c'était une erreur. 2 heures plus tard, Christian et Jeff, en 3e position, viennent à leur tour de franchir le col. J'ai fait tomber toutes mes affaires sur la route. T'aurais pas trouvé des petites sangles noires par hasard? Non. Non. J'aurais pu bricoler quelque chose pour éviter que ça se reproduise. C'est vraiment dommage. C'est ridicule. En plus, je me moque toujours des gens à qui ça arrive. C'est comme une belle journée d'été chez moi en Norvège. Malgré ce contretemps, Jeff et Christian pensaient avoir effectué le plus dur. Mais une aube claire leur dévoile un nouveau calvaire. Le Taroko n'a pas dit son dernier mot. C'est maintenant la descente qui les attend, interminable et pleine de dangers insoupçonnés. Je pensais qu'il y aurait que 80 km de descente et qu'on rejoindrait facilement la vallée. Mais c'était l'enfer de sortir de ce passage. C'est difficile de concevoir à quel point c'était dur. On sous-estime beaucoup d'éléments. Si on savait à quel point c'est dur, je pense pas qu'on le ferait. C'était juste... Temps réel. 1 kilomètre dans la descente du Taroko. La route fait 3 mètres de large. Elle est à double sens. Le compteur affiche 70 km/h. Les trajectoires sont imprévisibles. Il faut des nerfs d'acier pour rester concentré et ne pas céder à la peur. C'est impossible de savoir ce qui nous attend au prochain virage ou au kilomètre suivant. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut savoir répartir son énergie entre le simple fait de pédaler et une concentration optimale. Il leur reste 120 km de descente. 5 heures du matin, banlieue de Taipei. L'heure est venue de savoir qui de Fabian ou Brice va remporter le Biking Man de Taïwan. Et le vainqueur est... Brice. Il termine l'épreuve en moins de 72 heures, dont seulement 3 heures de sommeil. Les derniers 40 km, je m'endormais, quoi. Je m'endormais. Et la dernière descente, je me suis arrêté sur le bord de la route parce que j'ai vu un pote qui me tendait une serviette, quoi. Qui n'était pas là, bien sûr. Donc j'ai quand même fait une petite sieste. Je me suis arrêté pour me poser un peu. Donc à 20 km de l'arrivée, j'ai fait une petite sieste. Mais les derniers 40 km, ouais, c'était un peu hallucinant quand même. Brice a terminé le parcours avec une moyenne hallucinante de 350 km parcourus par 24 heures de course. Retour en quelques images sur cette performance exceptionnelle.
Même victorieux, Brice s'est resté humble. C'est un peu prétentieux de dire avant le départ on va essayer de gagner, quoi. On fait le mieux qu'on peut. Et puis après, il y a tellement de circonstances, il y a tellement d'autres trucs qui arrivent que il y a pas mal de chance aussi, quoi. Avec Brice, le Biking Man de Taïwan a révélé au grand jour un authentique champion. Un nouveau jour se lève sur le Taroko et sur Taipei. Contre toute attente, ce sont Jeff et Christian qui franchissent la ligne d'arrivée en deuxième position, 2h30 seulement après Brice. Christian donne volontiers sa première interview à chaud, pour le plus grand malheur de Jeff épuisé, qui n'a qu'une idée en tête, dormir. Et si Christian prend un malin plaisir à s'attarder, c'est qu'il s'agit peut-être d'une petite vengeance toute personnelle. N'importe où, n'importe quand, tu disais juste « j'ai besoin de faire une sieste ». Et tu t'arrêtais pour te coucher. Comme ça. C'est un grand souvenir. Je t'attendais pendant 5 minutes, parfois 10. Au bout d'un moment, je te disais « Jeff, faut y aller maintenant ». Et on repartait. Pour Jeff et Christian, participer à ces courses de l'extrême est une manière comme une autre d'alimenter une solide amitié avec ses hauts et ses bas. Christian a parfois eu besoin d'un peu de temps pour lui, dans son coin. Ah oui? Tu te souviens pas le matin du 3e jour? T'es parti t'isoler une petite dizaine de minutes. C'est vrai, maintenant que tu m'y fais penser. C'est vrai. C'est pas grave. Sur le Taroko, les derniers coureurs rencontrent des conditions idéales pour une ascension tout en douceur. Même si les travaux sont encore là, et s'il ne faut jamais relâcher sa vigilance. J'aimerais pouvoir dire que c'était dans un passage dangereux, mais en réalité, il y avait du gravier, j'avais les mains en bas du cintre, mon GPS faisait un peu n'importe quoi, du coup j'étais distrait et je me suis pris une petite bosse sur la route. J'ai été projeté vers l'arrière et ma main a glissé. En tombant, j'ai glissé sur la route et je me suis protégé la tête. Mon coude a heurté le mur en béton. Je me suis bien amoché. Gilles franchit le sommet du Taroko, 3 heures après la victoire de Brice à Taipei, où c'est l'heure de pointe. Il est 9h du matin. Fabian vient enfin d'arriver en 3e position, avec 4 heures de retard sur Brice. Que s'est-il passé entre la descente du Taroko et l'arrivée à Taipei? Au début, je me sentais en forme. Mais ensuite, mon corps a lâché. J'ai tout donné. Je savais que je pouvais y arriver. Mais si le corps ne suit pas, c'est impossible. Impossible. J'ai dormi 5 heures en 3 jours. J'y ai été fort dans les côtes. Un peu trop peut-être. Donc j'ai dû dormir. Parce que 40 km avant la ligne d'arrivée, j'avais plus d'énergie. Cette 3e position n'en reste pas moins une victoire pour ce coureur atypique et attachant. En plus de ses performances exceptionnelles, le Biking Man de Taïwan gardera en mémoire le sourire généreux de Fabian. Un champion dont la douceur fait la force. C'est au tour d'Alex de franchir la ligne d'arrivée. Fou de joie, le coureur espagnol gardera de cette course un souvenir impérissable. Je sais pas combien d'heures j'ai pédalé en tout. J'ai pas eu un seul moment de déprime. Je me suis jamais dit « Mais qu'est-ce que je fais là, à monter cette côte comme un débile ?» Non, 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 non. Tout a été formidable, quel que soit le rythme, intense ou plus lent. C'était tout le temps magique.
Je peux dire check. Voilà, ça c'est fait. C'était génial. C'est Wang, le coureur taïwanais qui termine en 5e position, suivi par Guillaume, qui a héroïquement surmonté les conséquences de son accident. Michael est 7e, avec 5 heures d'avance sur Santi et Diego, le sympathique duo espagnol. On savait dans quoi on s'embarquait. On a suivi l'itinéraire au mètre près. Et on a adoré. C'était génial. Pour nous, c'était la dernière course de la saison. L'année prochaine, on verra. On a déjà beaucoup donné. En 9e position, l'Allemand Christian en termine enfin dans un état de fraîcheur étonnant. C'est dingue. J'ai pédalé pendant 18 heures d'affilée. Mais quand on approche de la ligne d'arrivée, on a une montée d'adrénaline qui nous fait tenir. Cela dit, je crois qu'en arrivant à l'hôtel ce soir, je vais m'endormir immédiatement. 30 secondes plus tard, c'est au tour de Mike de franchir la ligne d'arrivée. En fait, ce serait trop simple de parler uniquement d'un sentiment d'accomplissement. Parfois, on est complètement en phase avec la nature. On entend les oiseaux, on a le vent dans la figure. À d'autres moments, on a l'impression de devenir fou, dans le bon et dans le mauvais sens. C'est un peu comme les montagnes russes. On passe par toutes les émotions. Pour Mike, comme pour Gilles qui arrive enfin, le Biking Man de Taïwan restera longtemps gravé dans leur mémoire. Nous sommes 24 heures après la victoire de Brice. Et pourtant, commune de Luosao, à 200 km de Taipei, sur le versant sud du Taroko. Je suis la dernière. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Depuis le départ de la course, Julie a toujours été en dernière position. Seule pendant plus de 1000 km, elle a connu toutes les galères. Maintenant, épuisée et frigorifiée, il lui reste le plus dur à accomplir. Ma sœur dit qu'il me reste 50 km. Elle est loin du compte. Une Amazone, une guerrière, l'image même de l'abnégation et du dépassement, l'emblème du Biking Man. Qu'est-ce qui pourrait être aussi dur? Sans hésitation, éduquer ses enfants, car ça ne s'arrête jamais. Mais même un accouchement, on sait que ça durera au maximum 24 heures. Mais ça, chaque jour, 18, 20 heures à vélo, se tuer en montée, en descente, sous la pluie, dans le froid, le brouillard. J'ai jamais rien fait de pareil. Après le passage du col, Julie se lance dans une descente de folie vers Taipei. Les conditions sont effroyables. Y parviendra-t-elle? Un jour entier passe. Il est 23 heures. Julie est là. Tous les concurrents ont repoussé leur départ de Taïwan pour l'accueillir. J'ai jamais pensé à l'abandon. Par moments, j'ai eu peur d'avoir un problème technique qui m'empêche d'aller au bout. Mais je n'aurais renoncé pour rien au monde. J'étais très émue de les voir tous réunis pour m'accueillir. Ça avait un sens très fort. En fait, tout simplement, je suis fière de ce que j'ai accompli. Après toutes ces heures sur la route, à me demander si j'y arriverais ou pas. Mais j'ai réussi, et c'était vraiment intense. Pas de premier, pas de dernier, juste des combattants. Le Biking Man de Taïwan s'achève. Au travers de joie et de peine, dans l'effort et la souffrance, les concurrents sont tous allés au bout d'eux-mêmes, jusqu'à la prochaine fois. Alors à très vite pour un autre Biking Man.
Voilà pour ce Biking Man de Taïwan. On est absolument bluffé par la performance réalisée par les 22 acteurs engagés. Faire le tour de l'île en moins de 5 jours, sans aucune aide. On va revenir sur cette épreuve avec vous, bien sûr, Axel, vous qui êtes à l'origine de cette aventure. Mais d'abord, j'aimerais une première réaction à chaud de notre cycliste sur le plateau, de notre cycliste classique, j'ai envie de dire. Christophe, est-ce que vous auriez été capable de vous lancer dans une telle aventure? Qu'est-ce qui vous impressionne le plus là, dans tout ce que vous avez vu? Bien sûr que non. C'est clair. Non, clairement, c'est un format beaucoup trop long. Beaucoup trop long pour moi, encore plus aujourd'hui, mais non, moi j'avais besoin déjà de confrontation. Ils sont souvent tout seuls. On a vu des images, notamment dans la nuit. Voilà, moi j'avais besoin d'adversité en face, de classement régulier, de classement annexe même pendant la course. Donc non, c'est pour moi beaucoup trop ambitieux par rapport à ma motivation. Bon, la solitude, on y reviendra, mais on a compris que Christophe, c'était pas un candidat. Comment est-ce que vous choisissez déjà les candidats? Il y a un casting, il y a un minimum de niveau de sportivité, parce qu'il y a tous les profils. Il y a des papilles, il y a des petites jeunes filles, il y a des vrais athlètes. Alors, il n'y a pas de casting, c'est ouvert à tous. Et je dirais que le casting se fait naturellement. C'est-à-dire que les gens qui se lancent dans ce type de défi, à un moment donné, décident d'être prêts. Et ils candidatent, c'est-à-dire qu'ils envoient pas mal d'éléments sur leur profil. Un CV? Pas un CV, mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Et on a des surprises, c'est-à-dire que des fois, on a des gens qui n'ont pas l'expérience qu'on imagine, et ils arrivent au bout. D'accord. Alors, les règles sont strictes, on doit être en autonomie, mais ça n'empêche pas de faire parfois course ensemble. C'est le cas, on l'a vu, de Jeff et Christian, les deux copains italo-canadiens. C'est peut-être moins dur aussi psychologiquement, parce que Christophe le disait, tout seul, c'est quand même compliqué. Alors, tout à fait. En fait, on a deux catégories dans les coureurs. Il y a les coureurs solitaires, où de A jusqu'à Z, donc du départ jusqu'à l'arrivée, c'est une course en solitaire. Et après, il y a la catégorie équipe. Jeff et Christian étaient en équipe. Là, ils ont l'opportunité d'être à deux et de partager du coup le risque, partager l'aspect matériel, partager l'aspect logistique. C'est pas plus facile, c'est juste une manière différente d'aborder la course. Bon, Christophe, vous si vous la faisiez, cette course est clairement à deux. Non, mais vous imaginez faire la course tout seul, ne jamais croiser personne toute la journée? Non, c'est clairement très long. Nous, on faisait des entraînements seuls, mais ça se limitait à 6-7 heures et ça arrivait rarement. Donc, et puis même dans ces entraînements, on incluait quand même des exercices, on cassait un petit peu la monotonie. Moi, j'aurais quand même très peur de l'ennui, de toutes ces petites choses qu'on ne peut pas contrôler. Et cette autonomie-là, ça fait quand même un petit peu peur d'être seul. Si on a un problème, il faut se débrouiller. Soi-même, il faut trouver les solutions. On est dans un pays étranger en plus. Voilà, moi, ça me... Bon, il y a toujours Axel qui est pas très loin quand même, mais il touche pas le vélo. Il peut donner des conseils, mais... Exactement. Après, l'aspect solitaire et l'aspect exploration, c'est une des valeurs du Biking Man. C'est-à-dire qu'au-delà de la capacité de pédaler, c'est tous les détails autour de l'exploration qui vont être déterminants pour les coureurs pour arriver au bout. L'orientation, la capacité à trouver facilement du ravitaillement, la capacité de savoir réparer son vélo, changer une chambre à air. C'est tous ces éléments-là qui vont faire la différence, plus que finalement la forme physique pure de l'athlète. D'accord, c'est pas qu'un cycliste, c'est aussi un aventurier, on l'a compris. Je voudrais qu'on revienne sur un extrait bien précis. La course de jour, aussi difficile que ce soit, tout le monde peut à peu près se donner une petite idée, mais quand vient la nuit, c'est une autre histoire, regardez. Dans les rues vides, seuls les coureurs du Biking Man comme Brice arpentent ce qu'il reste de route avant une nouvelle section de jungle. J'ai pris trop de caféine pour m'arrêter, bien trop. Les côtes étaient de plus en plus raides. C'était hallucinant. C'était un peu flippant aussi. On m'avait beaucoup parlé d'araignées et de serpents dangereux. Dans ces conditions, il n'y a qu'une chose à faire, continuer. Bon, alors il y a les rumeurs, comme nous dit Fabian, c'est ça le candidat suisse? Oui. Mais il y a les rumeurs, mais il y a vraiment ce qui arrive vraiment. Alors vous qui faites la course aussi, parce qu'il faut le savoir qu'Axel fait une semaine avant une espèce de repérage, est-ce qu'il y a vraiment des rencontres sympas la nuit comme ça dans la jungle de Taïwan? Alors, il y a des ingrédients de jungle qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance sonore qui peut être un peu terrifiante, avec des insectes qui font des bruits qu'on n'a jamais entendus en France. Il peut se passer des rencontres type serpent, araignée, ça c'est clair. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, sur l'édition précédente de Taïwan en l'occurrence. Donc il y a toute cette atmosphère. C'est des ingrédients de l'extrême, et moi là-dessus je suis le cuistot. C'est-à-dire que quand je fais la reconnaissance des parcours, j'identifie des ingrédients qui vont permettre de plonger des gens qui ne sont pas de ce pays dans des conditions extrêmes et différentes de celles qu'ils connaissent. Donc entre un chemin safe et un chemin où il y a des singes, je sais lequel vous allez choisir par exemple. Eh bien en l'occurrence, la section de jungle de Taïwan, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une route principale où il y a toutes les voitures qui passent. Et à un moment donné,
il y a une petite bifurcation, et c'est celle-là qu'on suit. Et c'est garanti, c'est une aventure. Je crois que vous avez failli perdre un candidat d'ailleurs sur cette étape. Hein. Michael, il y a eu un moment où il y avait silence radio, c'est ça? Alors c'était un petit peu plus loin, mais en tout cas sur la jungle, ouais, ça a été, on l'a croisé de nuit, et je me souviendrai toute ma vie de moments où il sort de la jungle, où vraiment on voit quelqu'un qui a vécu quelque chose de particulier, il s'en souviendra toute sa vie. Alors puisqu'il roule de nuit, vous avez compris que ces gens-là ne dorment pas forcément. Comment est-ce qu'on gère le sommeil? Qui dort, qui ne dort pas? Parce qu'il y en a qui font clairement l'impasse sur la récup, j'ai l'impression. Alors, pour expliquer cette thématique de sommeil qui est déterminante par rapport à une course traditionnelle, on a 3 types de coureurs. On a les vainqueurs, ceux qui vont vraiment chercher à gagner, eux ne dorment pas. Donc c'est une stratégie de grand navigateur, c'est une stratégie militaire, où ils vont tenter de dormir sur des micro-siestes, des phases de micro-sommeil, pour arriver finalement à récupérer suffisamment d'énergie pour pédaler sans s'arrêter. Ça, c'est les vainqueurs. Ensuite, on a la stratégie des gens qui veulent se placer vis-à-vis des vainqueurs, mais qui savent qu'ils n'ont pas les aptitudes pour gagner, auquel cas ils vont dormir 3 à 5 heures sur la route, parfois sur le bord de la route, avec une couverture de survie, ou dans un hôtel qu'ils arrivent à trouver. Et après, il y a ceux qui cherchent à survivre, c'est-à-dire vraiment survivre l'épreuve et arriver au bout. Là, généralement, c'est des gens qui vont dormir dans un hôtel chaque soir, au moins 6 heures ou 7 heures. Oh oui, c'est les plus faciles, cela. Christophe, le sommeil, on sait à quel point c'est important pour toute course. Comment est-ce que vous le ressentez, la fatigue, quand vous manquez de sommeil? Clairement, sur une course classique, ça joue sur la performance. Bien sûr, la récupération fait complètement partie, et le sommeil fait complètement partie de la performance, et c'est d'autant plus étonnant d'entendre que des personnes sont capables d'enchaîner comme ça autant d'heures de vélo sans dormir. Nous, sur les courses par étapes, clairement, on a ce besoin de récupérer, de souffler, d'avoir un staff autour de nous et d'avoir ce petit confort. Là, on entendait que les gens dorment sur le bas-côté de la route. Nous, on aime bien quand même rentrer à l'hôtel, avoir un bon lit, avoir à manger, un cuisinier qui nous fait à manger. Donc, non, c'est vraiment impressionnant. Sur une course classique, vous dormez combien de temps? 8 heures ou c'est beaucoup trop déjà? 8 heures, c'est pas mal. Pour moi, c'était pas mal. Il y en a qui arrivent à dormir plus, mais il faut réussir à se coucher de bonne heure, et c'est des fois pas trop évident suite à l'effort de la compétition. Bon, alors, autre extrait, vraiment impressionnant lui aussi. Peut-être le moment le plus difficile de cette expédition à Taïwan, que Michael, l'un des concurrents, va découvrir avec grand plaisir, le col de Taroko. Michael est l'exemple type du biking man. Un homme ordinaire, aux capacités physiques exceptionnelles, infatigable et animé d'une volonté d'acier. Mais aujourd'hui, il a devant lui un monstre. Le col du Taroko, le plus long col du monde. 122 km d'ascension, 6 heures à pousser sur les pédales, des conditions climatiques infernales, à plus de 2400 mètres d'altitude. Un léviathan pour grimpeurs, un col mythique qui va départager les coureurs de tête du biking man de Taïwan. C'est absolument impressionnant, et c'est avec ce vélo que vous nous avez amené en plateau, Axel, que les concurrents ont pu parcourir. Je reprends les chiffres là, 83 km d'ascension, 6 heures de grimpe, 2800 mètres d'altitude. C'est absolument hallucinant. Vous connaissiez le col de Taroko, Christophe? Vous aviez entendu parler? Pas du tout, non. Je l'ai découvert dans le reportage. Je préfère l'avoir découvert là que sur une étape du Tour de France ou je sais pas d'où. Mais non, c'est réellement impressionnant. Juste pour donner un ordre d'idée, en France, le plus haut col, il monte à 2770 mètres. Donc là, on est à plus de 3000 mètres. Et le col le plus long en France, c'est le col de l'Isran qui fait 48 km. Donc on est presque 2 fois sur cette distance-là. Non, c'est clairement impressionnant. Monter un col pendant 6 heures, ça laisse quand même songeur. Et puis c'est pas fini en plus derrière, je crois. Comment vous retrouvez les grimpeurs là-haut? Alors, dans quel état vous voulez oui. C'est variable. Si vous les retrouvez. C'est variable. Il faut bien remettre ça dans le contexte. C'est-à-dire, le Taroko, c'est un col qui est monstrueux, mais il arrive après 700 km déjà de course. Ah, j'avais oublié de préciser. C'est après 700 km. C'est-à-dire que vous avez ce monstre énorme après 700 km de course, où quoi qu'il arrive, quel que soit le coureur, leader ou survivant, ça va être un grand moment de solitude et surtout un grand moment d'endurance. Et alors à la fin, ils sont soulagés, ils en peuvent plus, vous les retrouvez par terre, ou alors on continue de rouler parce qu'il y a une compète qui... Là, en l'occurrence, dans le Taroko, cette année, on a retrouvé différentes configurations. Il y a les gens qui ont réussi à passer la montagne suffisamment tôt, parce qu'en fait, le climat change en milieu de journée. C'est-à-dire que vraiment, d'un coup, c'est de la haute montagne, donc d'un coup, vous avez de la brume, les températures chutent, de la bruine, donc de la pluie, en milieu d'après-midi. Donc l'idée, c'est d'arriver à franchir cette montagne au moins avant midi, pour pouvoir redescendre de l'autre côté. Ça, c'est les vainqueurs, c'est les plus rapides. Par contre, ceux qui sont derrière, les survivants, malheureusement, n'arrivent pas à le passer
dans les délais et arrivent en plein milieu des conditions les plus terribles. C'est-à-dire qu'ils arrivent en haut, il commence à pleuvoir, les températures chutent, et derrière, c'est pas fini. Il y a encore pas mal de patates, comme je les appelle, et des cols à franchir avant vraiment de redescendre sur la côte taïwanaise. Alors à l'arrivée, c'est Brice, le Français, qui a été capable de transformer, de réussir toutes ces épreuves. En combien? 70 heures, c'est ça le timing? 3 heures de sommeil. Normal. Je ne peux même pas savoir dans quel état. Si, allez, dites-moi, dans quel état il était quand même, Brice? Quand il est arrivé, alors je me souviens très bien de son arrivée parce qu'il y avait sa femme qui l'attendait. Et il était à la fois lucide et à la fois vraiment complètement détruit. Pardon, je ris, mais... il enchaînait juste après le Biking Man des réunions de travail quasiment le lendemain, quoi. Oui, j'ai réunion à 10 heures. Il était très très fatigué, il commençait à avoir des hallucinations également. Puisque sur ce type d'effort, quand on ne dort pas, ce qui se produit, c'est qu'à la fin, on finit par voir des dinosaures dans la jungle. À cause de la fatigue extrême et de l'imaginaire que produit le cerveau à ce moment-là. Ça donne généralement d'ailleurs des conversations assez rigolotes avec les coureurs à la fin de la course. Et qu'est-ce que tu as vu, quoi? C'est drôle, ça. Qu'est-ce que tu as vu à la fin? Et Brice, étonnamment, était assez calme, mais il était quand même bien amoché à la fin. Il était vraiment... J'imagine. Alors Brice est arrivé, et du coup les concurrents arrivent ensuite les uns après les autres, jusqu'à la dernière, la maman de l'équipe, Julie. Je voulais qu'on revoie son arrivée aussi pour vous donner une petite idée de l'ambiance, de l'atmosphère qui règne sur ce Biking Man. Je suis la dernière. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Depuis le départ de la course, Julie a toujours été en dernière position. Seule pendant plus de 1000 km, elle a connu toutes les galères. Julie est là. Tous les concurrents ont repoussé leur départ de Taïwan pour l'accueillir. J'ai jamais pensé à l'abandon. Par moments, j'ai eu peur d'avoir un problème technique qui m'empêche d'aller au bout. Mais je n'aurais renoncé pour rien au monde. J'étais très émue de les voir tous réunis pour m'accueillir. Ça avait un sens très fort. En fait, tout simplement, je suis fière de ce que j'ai accompli. Après toutes ces heures sur la route, à me demander si j'y arriverais ou pas. Mais j'ai réussi. Et c'était vraiment intense. Et on la sent très émue. Alors il faut savoir qu'elle est arrivée 30 heures après tout le monde, après le premier, je veux dire. Et tout le monde l'attend, quoi. On n'est pas au Tour de France où le dernier, il n'y a pas grand monde qui l'attend, quoi. C'est incroyable, cette atmosphère. Alors effectivement, il y a deux choses qui sont, je pense, vraiment différentes du Tour, ou en tout cas des courses de cyclisme traditionnelles. Oui, on prend l'exemple du Tour, mais... La première, c'est que les hommes et les femmes partent sur la même ligne de départ. Donc ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire dans l'univers du cyclisme. Et que, deuxièmement, il n'y a pas de personnes laissées pour compte. C'est-à-dire que là, dans les images qu'on voit avec Julie, il y a le premier, il y a tous les coureurs qui sont là. Ils l'ont tous attendu. Et ils l'ont tous attendu et on est tous heureux quelque part de l'acclamer, du challenge qu'elle a réalisé. Donc il n'y a que des finishers, quoi. Il n'y a que des gens qui arrivent sur la ligne d'arrivée et qui arrivent à se dépasser. Et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose d'assez unique et qu'on souhaite partager au maximum avec les coureurs. Alors, Axel, vous repartez dans 2 jours déjà pour la prochaine étape. Ce sera en Oman. Vous nous avez amené des petits maillots. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Montrez-les-nous déjà. Christophe, je vous mets à contribution. Allez. Ah bah c'est Christophe le leader. Alors bravo, on n'a pas fait exprès. C'est moi le leader, apparemment. Christophe le leader et moi je suis le survivant. Donc ça, c'est une nouveauté de 2020. On vient inaugurer 2 grands maillots. Le premier que Christophe porte, c'est celui du leader. Donc là, c'est Rodney, le champion du monde de l'année dernière, le Péruvien, qui va devoir porter ceci en Oman pour défendre son titre. Et ça, c'est le maillot du survivant, donc de la dernière personne qui arrive sur la ligne d'arrivée pour la féliciter d'avoir survécu à la course, qu'on va mettre en jeu pour la première fois en Oman en 2020. C'est super de donner aussi un maillot au dernier. Il nous reste juste un petit peu de temps. Est-ce que vous voulez bien qu'on se déplace tous les deux, parce que vous nous avez amené votre vélo. Alors j'aimerais que vous nous montriez un petit peu les différences avec mon vélo classique, avec le vélo de Christophe. On se met derrière, c'est mieux pour la lumière. Et puis vous m'expliquez tout, les différences. Christophe, je suis sûr que vous avez plein de questions. C'est à vous, Axel. Alors là, on a un vélo de type gravel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vélo de course, mais qui permet de monter des pneus un tout petit peu plus larges que les pneus et les roues qui sont utilisés pour le Tour. Donc on peut mettre presque des pneus de VTT sur ce type de vélo. On a également... Des sacoches, là, qu'est-ce que c'est? On a des sacoches, donc la configuration typique, ça c'est la configuration que j'ai utilisée à Taïwan. Sacoche de selle, sacoche de cadre pour transporter tout le matériel. Puisque c'est des courses de survie, vous devez transporter du matériel de réparation généralement ici, et là tout ce qui est vêtements, pour pouvoir survivre au climat. Je me permets, quand vous dites matériel de réparation, on peut utiliser aussi des barres de céréales. C'est ce qu'on voit dans le reportage à un moment, j'ai appris ça. À un moment, il y a quelqu'un qui a pété sa roue, vous lui dites, est-ce que tu as ta barre de céréales?
Alors ça, c'est une petite astuce, il y en a plein, il y en a des centaines, mais effectivement, l'astuce de la barre de céréales, ça permet de pouvoir être sauvé dans certaines configurations où on vient avoir une hernie sur le bord du pneu. Ça peut permettre d'éviter que la chambre à air aille à l'extérieur du pneu et que potentiellement elle explose. On le revoit sur ces images où vous lui dites, surtout vous touchez pas le vélo parce que vous n'avez pas le droit, mais vous lui dites des petits conseils. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous suive avec ce vélo lors de la prochaine édition. On l'a compris, ce sera dans 2 jours, départ en Oman. Merci beaucoup Axel d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager cette très belle aventure. Christophe, on vous retrouve sur du vélo un peu plus classique, j'ai compris que c'était pas son truc. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre expertise. Et nous on se retrouve très vite sur la chaîne L'Équipe. Passez une très belle soirée, placée sous le signe de l'aventure. Salut. On y va ? On y va, on prend. Moi j'y touche. À vélo. C'était le Biking Man avec Eva Air, un vol quotidien non-stop vers Taïwan.